Comment s'appelle cette ville? Vous êtes nouveau ici, on dirait. Où sommes-nous? Vous voulez manger quelque chose? Où sommes-nous? Au village. Lequel? Je vais voir si le café est prêt. Le poste de police, où est-il? Il n'y en a pas. Où est votre téléphone? Mais je n'en ai pas. D'où téléphone-t-on? Eh bien, vous trouverez une cabine juste au coin de la rue. Merci. Quel numéro? Et l'indicatif de celui-ci? Quel numéro? Je voudrais appeler Londres. Uniquement dans le village. Quel est votre numéro, je vous prie? Je n'ai pas de numéro. Pas de numéro, pas d'appel. Bon, eh bien, bonsoir à tous, salam alaikum. À ceux qui viennent d'arriver, je vois que vous êtes nombreux, mais ça me fait plaisir. Alors, donc j'ai décidé de faire une petite analyse sur Le Prisonnier, une série culte, voilà, des années 60, de 1967, voilà. Et donc, je voulais la faire avec d'autres personnes, mais elle n'était pas disponible, donc je la fais quand même. Ce sera peut-être une première partie, peut-être qu'il y aura une suite, peut-être pas, je n'en sais rien. Tout dépendra de ce que j'aurai ce soir. Voilà. Alors, Le Prisonnier, qui s'appelle The Prisoner en anglais, est une série britannique de 1967 qui a été créée par un écrivain et ancien agent secret, George Markstein, et Patrick McGoohan, qui est acteur principal de la série, scénariste et le producteur exécutif. Le premier épisode a été diffusé le 29 septembre 1967 et l'épisode final le 1er février 1968. L'emplacement du tournage est situé au Pays de Galles du Nord. Voilà. Voilà. Donc, je vais donc vous lire le résumé de la série d'abord. Et ensuite, l'intrigue. Alors, l'introduction ou le générique de la série nous raconte l'histoire d'un agent secret qui démissionne de son poste. Sa hiérarchie, semble-t-il, n'acceptant pas cette démission soudaine, le kidnappe et l'emprisonne dans un endroit nommé le village. Le générique très spécial est présent tout au long des 17 épisodes. Et finit la série, et la série se finit, par ce même générique. La boucle est bouclée. Alors, l'intrigue. Ça commence par un ciel orageux et un coup de tonnerre. Une voiture de sport apparaît dans une route dégagée
venant de nulle part. Un homme est au volant. C'est une Lotus 7, immatriculée CAR 120C. KAR 120C. Elle roule très vite. L'homme est déterminé. Il a environ 35 à 40 ans. Il arrive très rapidement dans la ville de Londres. Il passe par le Parlement britannique, dont on distingue Big Ben. Il est environ midi. Il tourne à un carrefour et prend un souterrain. Il arrête la voiture dans le tunnel et descend dans le souterrain. Il se dirige à pas très énergiques dans un long tunnel et ouvre avec fracas des portes doubles. Il se retrouve dans un bureau derrière lequel un homme chauve est assis, que j'appelle le bureaucrate. Il y a une grande carte du monde derrière lui. L'homme s'affaire tranquillement derrière son bureau et le nouveau venu est habillé, il est de tout noir vêtu et il est très en colère. Il fait des va-et-vient devant le bureau et tout ce qu'il dit est masqué par le bruit de tonnerre. Il dépose avec fracas sa démission sur le bureau qui fait sauter la tasse de thé. Alors c'est une lettre sur laquelle il y a écrit « personnel » et écrite à la main, manuscrit. Le bureaucrate ne réagit toujours pas. L'homme repart en voiture. Dans une grande pièce automatisée, la carte de l'homme en noir est annulée avec des croix et déposée dans un tiroir sur lequel il y a marqué « démission ». Resigned. Le démissionnaire arrive chez lui et se met à faire ses bagages. Il prend son passeport, des photos de plages paradisiaques. Il semblerait qu'il parte en vacances. Derrière lui, une voiture l'a suivi, une voiture genre corbillard. Elle s'arrête devant chez lui. Un homme qui a l'air d'un croque-mort en sort. Il se dirige vers le domicile du démissionnaire et met un gaz anesthésiant à travers la serrure. L'homme s'évanouit et se réveille dans un endroit qui ressemble à son appartement. Mais en allant à sa fenêtre, il se rend compte qu'il a atterri dans un village inconnu. Commence donc la suite du générique où on entend le prisonnier poser des questions à ses geôliers. Et tout ce générique, nous le verrons tout au long de la série. On apprend que c'est un agent secret qui a démissionné beaucoup trop tôt pour sa hiérarchie, et cela leur semble suspect. Ils décident donc de le garder prisonnier dans un village qui n'a pas de nom. C'est le village. Lui non plus n'a pas de nom. Et durant tout le récit, il est numéro 6, qu'il refuse de porter. Durant toute sa captivité, il fait face au numéro 2, qui change à chaque épisode. La mission de chaque numéro 2 est de lui soutirer des informations sur les raisons de sa démission soudaine. Dans ce village, tous les individus portent des numéros. Plus le numéro est élevé, moins la personne est importante. Ces personnes viennent de partout dans le monde. On ne sait pas qui est gardien et qui est prisonnier. Tout le village est sous contrôle. Des caméras sont installées partout, même à l'intérieur des maisons ou appartements.
le gardien principal et redouté du village, est un énorme ballon blanc nommé rôdeur ou rôdeur, qui semble téléguidé ou même mu par lui-même. Ce ballon est formé dans l'eau et émerge de l'eau pour se diriger sur sa cible. C'est la salle de contrôle ou quartier de surveillance qui se trouve dans la maison de numéro 2 qui crée ce ballon, qui a l'air de disparaître une fois sa mission accomplie, puisqu'à chaque besoin, le quartier général en forme un autre, un nouveau ballon. Le village est une véritable micro-société, avec son université, son journal, sa télé et radio, son service de taxi, son hôpital, son café, son restaurant et sa propre monnaie, qui est l'unité. Un genre de crypto-monnaie, d'après ce que j'ai compris. Sans cette monnaie, on ne peut rien acheter. Tous les villageois s'habillent de façon colorée. Ils portent tous un uniforme presque semblable. Tout le monde est courtois et même un peu trop. Ils se saluent en disant en français « Bonjour chez vous ». Mais dans la version originale, c'est « BC New », ce qui va totalement avec le signe qu'ils font de la main portée à l'œil droit. Ils portent des canotiers ou pas, des parapluies ou pas, et tous portent un badge avec leur numéro dessus. Le badge représente ce qu'on appelle un grand bi, une bicyclette avec une petite et une très grande roue. Une très petite et une très grande roue. Cela ressemble à des yeux dont le gauche est bien ouvert et le droit fermé ou tout petit. Le village semble idyllique, de style baroque, italien, anglais. C'est un mélange de styles. Il est en Europe centrale, en bord de mer. Le village est une prison à l'air libre, sans barreaux ni barrières, mais dont on ne peut pas s'échapper. La salle de contrôle est numéro 2. Alors, excusez-moi, là, j'ai des problèmes avec ce Hangout. Ça prendra fin si vous continuez, alors que bon, j'ai déjà fermé les fenêtres. Voilà, les prisonniers. Donc, ils n'ont rien. Bon, je continue. La salle de contrôle est numéro 2. Numéro 2 dans ce village, comme je l'ai dit au début, est l'adversaire de numéro 6, durant toute la série. Il vit donc au numéro 2. Comme tous les habitants, leur domicile est indiqué par le numéro. Numéro 2 change à tous les épisodes. Sa maison est le centre de contrôle de tout le village. La salle de surveillance est donc chargée de contrôler les habitants jour et nuit. Des écrans, des caméras en forme d'œil équipent toute la pièce. Numéro 2 est souvent dans cette pièce et donne les ordres à tout le personnel. D'après mes souvenirs, que des hommes. Il y a eu plusieurs numéros 2 différents, dont 2 femmes. Si je me souviens bien, l'un des 2 numéros 2 est revenu 3 fois. C'est celui qui termine avec numéro 6 dans l'épisode 17.
16 et 17. L'objectif des numéros 2 est de soutirer des informations à numéro 6. Ils développent des stratagèmes tout aussi rocambolesques les uns que les autres, et à chaque fois numéro 6 déjoue les pièges. La plupart des numéros 2 sont plutôt aimables et fair-play, sauf l'un d'entre eux, dans le marteau et l'enclume. Dans cet épisode, le numéro 2 est plutôt un psychopathe, dur, et le début de l'épisode commence par le suicide d'une prisonnière qui a été poussée à bout. Numéro 6 a été marqué par ce qui s'est passé et décide de rendre complètement paranoïaque numéro 2. Il réussit à le faire démissionner lui-même de son poste. Quand les différents numéros 2 apparaissent, ils sortent de sous terre. Toute la pièce qu'il occupe est un bureau. C'est une pièce spacieuse tout en rond. Tous les éléments, sièges, tables, sortent de sous terre. Numéro 2 aussi porte le même uniforme avec des variantes selon les caractères et un badge. Tous les numéros 2 sont en contact avec ce qui semble être la hiérarchie par téléphone. Pour nous, pour moi, au début, je pensais qu'au bout du fil, c'était numéro 1 qui donnait les ordres. À l'arrivée de numéro 6, numéro 2 fait appeler numéro 6 chez lui. Et c'est la rencontre entre numéro 6 et numéro 2. Numéro 6 est le héros de la série. C'est un agent secret britannique qui, sans que l'on sache jamais pourquoi, démissionne. C'est un homme qui a environ 35 à 40 ans. On apprend dès le premier épisode qu'il est né le 19 mai 1928 et nous sommes en 1967. Il a donc 39 ans. Âge important pour ceux qui ont un peu de connaissances concernant les prophéties. Il est mince, il est beau, il est sportif. Il est tout au début habillé en noir, un vêtement qui lui donne une apparence de prêtre. Il ne sourit pas ou presque pas. Il ne rit jamais ou peut-être ricane. Il est toujours à l'affût, décidé, en observation. Il est prêt à partir, toujours en réflexion. Il est aussi colérique, emporté, mais toujours en contrôle. Il se méfie de tout et de tout le monde. Dès le début, il se donne un objectif qui lui donnera toujours un avantage sur tous les numéros 2. Il veut connaître, rencontrer le numéro 1, même si son premier objectif est de s'échapper du village. Il est très créatif, il est intelligent, il est habile, il a construit sa voiture lui-même, il a aussi des dons artistiques, il est sportif et bagarreur. L'homme idéal, en fait. À son arrivée, numéro 2, le convie chez lui. Il refuse de donner des informations sur lui-même ou les raisons de sa démission. Il ne sait pas à qui il a affaire. Et on ne sait pas non plus si c'est l'ennemi ou sa propre hiérarchie qui l'a fait emprisonner. Il refuse de se faire appeler par un numéro et fait une première tentative d'évasion. Il se fait rattraper sur la plage par le rôdeur. Il se retrouve à l'hôpital et on lui apprend que ses premiers vêtements ont été détruits. On lui en donne d'autres. C'est l'uniforme du village avec le badge et le canotier. Il a
accepter pour un temps de porter son numéro et de le décliner. Parce que son numéro, il n'a droit à rien et ne peut rien acheter. Il sera désormais habillé d'une veste noire à bordure blanche et d'un pantalon beige et de tennis blanche. Il fait déjà plus avenant. Numéro 6, à chaque épisode, arrive à déjouer toutes les stratégies, les pièges tendus par numéro 2 pour l'amener à se confesser. Alors, comme je le disais, alors pour la prophétie, l'entrée petit lion, je vais en parler. Donc, nous avons affaire à un homme qui a 39 ans. Il arrive de nulle part. Il apparaît quand le coup de tonnerre retentit. Il est décidé. Il n'est pas très sympa. Habillé de noir. Il va dans un souterrain, un endroit sombre. Il atterrit dans un bureau où il dépose sa démission. Il rentre chez lui et il veut partir, mais on l'empêche de partir. Ça, c'est toute l'histoire. Et donc, ce prisonnier-là m'a rappelé une histoire. Je ne sais pas si cette histoire se trouve dans l'eschatologie chrétienne, mais en tout cas, dans l'eschatologie musulmane, il existe une histoire d'un naufrage sur l'île de l'Antéchrist. Et donc, je vais vous la raconter, cette histoire. Beaucoup plus tard. Je vais d'abord donner mon idée. Je vais terminer mon développement, en fait, sur la série, toute la série, du début à la fin. Alors, je disais donc que toute la série, c'est une confrontation entre numéro 6, prisonnier dans un village qui n'a pas de nom. Lui n'a jamais de nom, ni au début, ni à la fin. On ne le saura jamais. Voilà. Et c'est une confrontation avec différents numéros 2 qui font toujours référence à leur hiérarchie et à chaque fois, ils sont changés. Alors, je me suis dit, donc en regardant plusieurs fois l'épisode, le dernier épisode, quand numéro 6 arrive sur le trône et qu'on l'intronise, je me suis dit, pourquoi ces numéros 2 ne seraient pas ses concurrents pour la place. Spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu la série Le Prisonnier, mais je pense que ceux qui sont là connaissent la série Le Prisonnier. Hein. Donc, voilà. Donc, au début, je pensais qu'à chaque fois que numéro 2 était au téléphone pour prévenir de ses progrès ou parler de ce qu'il va faire pour obtenir des informations de la part de numéro 6, c'était donc avec le numéro 1 qui donnait des ordres, le numéro 1. Ce qui est logique, vu que numéro 6 veut connaître numéro 1 et qu'on ne le voit jamais et qu'il est, voilà.
du début à la fin. Mais à la fin, on sait que, bon, numéro 1, c'est numéro 6. Il y a des petits indices qui nous l'indiquent. Des petits indices très subtils dès le générique et dans un épisode en particulier. L'épisode 7, intitulé Le Retour. Au début, quand numéro 6 arrive chez lui pour prendre ses bagages, dans l'épisode 1, il entre et sur sa porte, on ne voit rien. Il n'y a pas de numéro de porte. Mais en regardant l'épisode 7, quand il retourne chez lui et qu'il finit par plus ou moins s'échapper, mais pas vraiment, mais sous contrôle, il arrive chez lui qui est habité par une autre personne, une femme, et en fait, le numéro de sa porte est le numéro 1 de la rue. Mais plus subtil encore, là c'était un indice à voir comme ça, mais plus subtil encore, mais dans la version originale, en anglais. En anglais, le début, dans le générique, quand numéro 6 demande où il est, qui ils sont, à qui il a affaire et pourquoi il est là, les réponses qu'on lui donne, c'est quand il demande à son geôlier, au numéro 2, qui il est, qui êtes-vous? Il lui dit, je suis le nouveau numéro 2. I'm the new number 2. Et lui dit, et donc la réponse de numéro 6, c'est qui est numéro 1? Who is number 1? Et la réponse de numéro 2, c'est you are number 6. Vous êtes, la traduction en français, elle n'est pas terrible. Vous êtes numéro 6. Alors qu'en anglais, c'est you are number 6. Quand il demande qui est numéro 1. C'est très subtil. Parce qu'à chaque fois, c'est dit et redit jusqu'au dernier épisode. Et c'est seulement le dernier épisode, quand il va dans une réunion souterraine où il est intronisé, que lorsqu'il rentre dans un genre de fusée et qu'il rencontre un numéro 1 complètement loufoque, taré, qui porte un masque de singe d'abord, et puis son visage, et là on se dit « Ah oui, c'est lui ». Mais en fait, dès le début, c'est lui. Voilà. Et donc, j'en ai déduit que tous ces numéros 2 qui l'affrontent, qui le confrontent pour des informations, ce n'est pas un affrontement pour juste avoir des informations, pour savoir pourquoi il démissionne, mais c'est une concurrence entre numéro 6 et numéro 2. Parce que numéro 6 et numéro 6, et que son numéro 2, ils sont les mieux placés pour être numéro 1. Mais aucun d'eux n'y arrive, jusqu'au dernier qui meurt en fait. Qui meurt et qui est plus ou moins ressuscité, et qui accepte sa défaite. Qui accepte sa défaite, qui accepte que numéro 6 est celui qui est numéro 1 et qui les guidera. Wa alaykoum salam. Capitaine Pitmo. Donc, quand on comprend ça,
on comprend que le début de la série est la voiture qui atterrit après un coup de tonnerre et à la fin, numéro 6 et numéro 1, et toujours son nom. Et donc, il repart en voiture, toujours aussi rapidement, à la conquête du monde. Donc. Il a donc 39 ans. Si j'analyse donc, je disais spirituellement la série, numéro 6 représente l'Antéchrist. Il est le numéro 1 et c'est celui qui va diriger. Attention, je vais dire le mot que je n'aime pas, je n'aime pas ces mots-là. Le nouvel ordre mondial. The New World Order. Et avant que cela n'arrive, il faut préparer ce monde à son arrivée. Et donc, pour préparer ce monde à son arrivée, il faut préparer l'Antéchrist lui-même dans ses fonctions. Il arrive donc à s'échapper à la fin. Et avant de s'échapper, donc dans l'épisode 16, d'abord, il y a une confrontation avec le numéro 2 de l'épisode 2, qui revient dans l'épisode 16 et 17, parce que c'est celui qui a le plus accompli, je suppose, de choses, et qui est le plus proche d'être numéro 1. Et dans l'épisode 16, il y a une confrontation entre numéro 2, complètement loufoque, burlesque, surréaliste, entre numéro 2 et numéro 6, et donc numéro 17 tombe comme mort. Voilà. Et donc, numéro 6 est amené dans un souterrain où il est présenté à toute une assemblée. Et cette assemblée, je vais vous dire, c'est une salle qui ressemble à une salle de conférence. Un tribunal souterrain. Des hommes en soutane blanche avec des masques noirs et blancs, assis dans un auditorium. Alors, ils ont tous des pancartes, une pancarte devant leur pupitre qui indique ce qu'ils sont. Donc, ils représentent l'anarchiste, le nationaliste, le réactionnaire, le psychiatre, etc. Ils représentent le monde dit de la démocratie occidentale. Ils sont très bruyants et manifestent leur engouement ou leur colère par des bruits ou des cris. Il y a un juge
qui lui dirige l'audience, un genre de juge. Et tout l'épisode est burlesque et surréaliste. Ce juge-là, donc, invite numéro 6 à prendre place sur le trône, une grande chaise bleue. Numéro 6, il va, il s'assoit. Il y a gagné le combat contre tous les numéros 2. Le majordome nain, qui est présent dans pratiquement tous les épisodes, est là, debout, à côté du trône. C'est un genre de mise en scène de démocratie parlementaire complètement loufoque. Le juge déclare à tous, il prend parole et déclare à tous que numéro 6 est celui qui est le mieux placé pour les guider. Il a tout ce qu'il faut pour ça, il est chez lui, il connaît le chemin, il voit tout. Nous vous implorons pour nous guider. Vous êtes le plus grand, lui dit-il. Il est de nouveau tout habillé en noir comme au début. Il va à la rencontre de numéro 1 qui est dans une fusée, qui n'est autre que lui-même. Donc quand il rentre dans cette fusée, il y a différents personnages pareils, ils sont habillés en soutane blanche et des masques. Ils ont tous des numéros sur le torse. Et il trouve numéro 1 qui lui tend une boule de cristal qu'il jette. On lui dit qu'il est chez lui, qu'il connaît le chemin, qu'il voit tout. You see all, we plead for you to lead us. You are the greatest. J'ai vu après, moi, toute la version en anglais, parce que bon, pas non plus la version en français, mais voilà. Nous vous implorons de nous guider, vous connaissez le chemin, vous voyez tout, et vous êtes le plus grand. Il est, voilà. Donc, quand il rencontre le numéro 1 qui lui tend une boule de cristal, sous le masque, un autre masque de singe, par lui-même, il se trouve, et en fait, il enlève le masque de singe et il se voit lui-même ricanant. Et il se poursuit. Voilà. Donc, c'est une poursuite un peu complètement folle, dans un espace exigu. C'est complètement délirant. Il a abattu tous les numéros 2. Le numéro 2, le dernier, a été ressuscité. Voilà. Et il finit par aller dans la fusée avec lui, avec un autre personnage qu'il a rencontré dans un autre épisode, mais celui-ci plus jeune, plus réactionnaire, plus... voilà, c'est le jeune qui ne veut pas obéir. Voilà. Et donc, il se retrouve dans cette fusée et il s'échappe. Le jeune, il est un peu le saltimbanque. Il représente le monde moderne, libertin. Il a une cloche autour du cou. C'est un révolutionnaire. Voilà. La fusée de numéro 1, c'est un œil qui ne communique que par des bruits. Il fait chanter l'audience. Il rend le tribunal, l'auditorium fou. Donc, il libère ses 2 acolytes, plus le majordome. Et donc, ils prennent un genre de camion, un camion aménagé à l'intérieur en maison, où il circule à travers la campagne et avant d'arriver sur une route
sur une route qui mène à Londres. Et à l'intérieur, ils s'amusent, ils boivent. Il est plus du tout pareil. Il s'est complètement voilà, lâché. Numéro 6 c'est lâché. C'est plus du tout le numéro 6, dur, sévère. Mais il est toujours aussi, voilà. Il sait ce qu'il fait maintenant. Il sait ce qu'il fait. Il est moins dur. Donc il arrive à Londres et on a le numéro 2 qui rentre dans le Parlement britannique. Il semblerait qu'il travaille là. Le jeune numéro 48 s'en va. Il s'en va et il fait du stop. Il rentre chez lui, on ne sait pas où. Et numéro 6 et son majordome, eh bien, il rentre chez lui, qui est le numéro 1. Le numéro 1 de la rue. Voilà, depuis le début, il était le numéro 1 de la rue. Et en fait, quand il arrive, la porte de chez lui s'ouvre toute seule. Et la voiture qui était noire et jaune apparaît au grand jour vert et jaune. Je n'ai pas compris pourquoi on voit la voiture vert et jaune, donc on me l'expliquera peut-être. Il est donc prêt à affronter le monde. Il repart, un coup de tonnerre, et il repart dans sa voiture de course très rapidement sur une longue route qui mène quelque part et qui part de nulle part. Voilà. En gros, on atterrit dans une ville londonienne qui est sous contrôle. Elle ne l'était pas au début, il n'y avait que le village. Mais on ne sait pas si tout le monde entier devient sous contrôle ou c'est juste la ville londonienne qui, elle, maintenant, mais je suppose qu'en montrant qu'il est à l'extérieur, c'est que le monde entier est sous contrôle et que lui, il part en fait à la conquête de ce monde. Voilà, voilà. Tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur numéro 6. C'est beaucoup de travail. Donc, alors, qu'avez-vous à dire, les gens? Est-ce que vous êtes toujours là? Oui, vous êtes toujours là. Parce que j'ai peur qu'il me coupe le live comme la dernière fois. Voilà, donc je disais, d'après... Bon, oui, je censure Petit Lion, parce que ce gars, Jim Fenner, il n'est pas venu pour écouter. Il est venu pour emmerder quelqu'un. Voilà, et donc je ne veux pas de ça ici. Et oui, c'est l'avatar des temps qui nous attendent. Ou tu es macaron ou tu es macaroni. C'est à toi de décider. Et il y en a beaucoup des comme ça, des gens comme lui, qui viennent pour emmerder un autre dans un chat, on ne sait pas pourquoi. Ils sont fous. Ils ont que ça à faire. Voilà. Donc, je voulais vous lire. Alors, pourquoi j'en avais discuté avec un internaute, un youtubeur, pareil, je crois que c'était David Mélina, qui disait que c'était l'antéchrist. Et donc, on a un petit peu discuté, et puis on avait l'intention de faire un live. Mais il semblerait que personne n'est là en ce moment. Non, mais c'est pas grave. Voilà, vaut mieux manger des macaronis. Ça tient bien au ventre. Alors que les macarons, c'est indigeste. T'en manges un, bon, c'est pas ce qui va te nourrir. Hein. Voilà. Et donc, après notre discussion sur le prisonnier, bon, ça n'a pas été bien loin, ça a été très rapide. Ça m'a rappelé cette histoire dans l'eschatologie musulmane sur un certain prisonnier dans une île. Et cette histoire,
Je vais vous la raconter. C'est un hadith de Tamim al-Dari au récit d'un naufrage sur l'île de l'Antéchrist. Fatima bint Qais rapporte « J'ai prié derrière l'envoyé de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui. Je me trouvais dans le rang des femmes qui suit immédiatement la troupe. Quand l'envoyé de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui, eut terminé sa prière, il s'assit sur le minbar en riant et nous dit que chacun demeure à l'endroit où il a prié. Puis il nous demanda « Savez-vous pourquoi je vous ai réunis ?» Ils répondirent « Dieu et son messager sont les plus savants. » Par Dieu, nous dit-il, je ne vous ai réunis ni pour vous faire peur, ni pour vous faire plaisir. Mais Tamim al-Dari, qui était chrétien avant de contracter un pacte avec nous et de se faire musulman, m'a fait un récit corroborant ce que je vous avais déjà dit au sujet de l'Antéchrist. Il m'a raconté en effet qu'il était monté à bord d'un navire en compagnie de 30 hommes de Lakm et de Juda. Un mois durant, la mer ballotta le navire, puis elle le fit échouer sur une île dans laquelle ils rencontrèrent une bête tellement velue qu'on n'en distinguait pas la tête de la croupe. Ils lui dirent « Malheur à toi, qui es-tu » ? « Je suis l'espionne, répondit-elle. « Et qui donc est l'espionne ? Ô gens, allez donc trouver cet homme dans ce couvent, car il doit être impatient d'avoir de vos nouvelles. » À cet endroit du récit, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, poursuit en donnant la parole à Tamim al-Dari. Quand elle nous eut parlé de cet homme, nous craignîmes qu'elle ne fût une diablesse. C'est pourquoi nous nous rendîmes rapidement dans le couvent pour y trouver un homme de grande taille, tel que jamais nous n'en avions vu de semblable. Couvert de liens, les mains attachées à la nuque et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes « Malheur à toi, qui es-tu » ? Vous avez pu venir jusqu'à moi, s'étonna-t-il. Qui êtes-vous donc ? Nous sommes les Arabes qui avons malencontreusement pris la mer quand elle était déchaînée et que les vagues ont ballotté pendant un mois avant de nous conduire dans ton île, que nous avons abordé sur les barques de notre navire. Nous avons rencontré une bête si velue que nous ne pouvions distinguer son museau de sa croupe, et qui, lorsque nous lui avons demandé qui elle était, s'est présentée à nous comme étant l'espionne. C'est elle qui nous a conseillé d'aller te trouver dans le couvent, en ajoutant que tu étais impatient d'avoir de nos nouvelles. Nous sommes partis précipitamment à ta rencontre, car nous craignons que ce soit une diablesse. Donnez-moi des nouvelles de la palmeraie de Besson. Que veux-tu savoir ? Ces palmiers sont-ils toujours productifs ? Nous lui répondîmes oui. Bientôt ils ne donneront plus rien, affirma-t-il. Et il demanda à nouveau, donnez-moi des nouvelles du lac de Tipériade. Que veux-tu savoir ? Coule-t-il encore ? Oui, et ses eaux sont abondantes. Bientôt il sera sec. Que savez-vous de la source de Zougar ? Que veux-tu savoir ? A-t-elle encore de l'eau et les habitants irriguent-ils encore leurs terres de son eau ? Nous lui répondîmes oui. Donnez-moi des nouvelles du prophète des îles lettrées. Qu'a-t-il fait ? Il est parti à la Mecque et s'est établi à Yatrib. Les Arabes l'ont-ils combattu ? Oui, répondîmes-nous. Qu'a-t-il fait d'eux ? Il a dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée et lui ont obéi. Cela est-il déjà arrivé ? Demanda-t-il. Oui, répondîmes-nous. Il vaut mieux pour eux de lui obéir, reprit-il. Je vais vous dire maintenant qui je suis. Je suis l'Antéchrist, le Dajjal plutôt, dit l'Antéchrist, et j'aurai bientôt l'autorisation de me manifester. Je parcourrai la terre pendant 40 nuits. Il n'est de cité dans laquelle je n'entrerai à l'exception de la Mecque et Médine, qui me seront toutes deux interdites.
Chaque fois que je voudrais entrer dans l'une de ces deux villes, un ange porteur d'un sabre dégainé m'y attendra pour m'en repousser, et chaque quartier de la ville sera gardé par un ange qui le veillera. Alors l'envoyé de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui, frappa de son bâton sur le minbar et s'exclama: « Celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba. » Il désignait ainsi Médine. « Ne vous ai-je pas entretenu de tout ceci ?» Les gens répondirent: « Certes. » Le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, dit alors: « Ce qui m'a plu dans ce récit de Tamim, c'est qu'il venait de confirmer le récit que je vous avais fait, notamment à propos de Médine et de la Mecque. N'est-il pas dans la mer de Cham ou dans la mer du Yémen? Pas en direction de l'Orient, pas en direction de l'Orient, pas en direction de l'Orient. Pas dans cette direction. » Et il désigna l'Orient de sa main. Fatima conclut ce hadith en ces termes: « Voilà ce que j'ai retenu de l'envoyé de Dieu, que la paix et le salut soient sur lui. » Et donc, le fait qu'on parle de l'Antéchrist et toute cette série est sur un prisonnier dans un genre d'île plein d'espions, cette fois, et c'est un espion, je me suis dit, il sait peut-être un genre, voilà, d'allégorie sur l'Antéchrist et sur sa préparation. Et c'est en fait, cette série est tellement surréaliste et tellement bizarre, étrange. Quand j'étais petite, on la regardait et elle me faisait peur parce que je trouvais le personnage inquiétant, le village inquiétant, tout est inquiétant. En fait, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas s'ils ne sont pas tous en fait des gardiens, qu'il n'y a pas vraiment des prisonniers. Voilà, voilà. Donc, moi, j'en ai fini avec ça. Alors, je ne sais pas, vous, si vous avez des questions. Oui. Oui, oui, le rapport avec la Bible, c'est les deux bêtes de l'Apocalypse, dont l'une est l'Antéchrist. Oui. Oui, oui. Et voilà, voilà. Donc, en tout cas, cette série, enfin, beaucoup, elle a fait couler beaucoup d'encre. Alors, je vais réouvrir. The Prisoner. Le prisonnier. Beaucoup se sont demandé si elle n'avait pas été arrêtée, s'il n'avait pas bâclé la fin. Et en fait, non, tout se tient. D'après lui, il avait l'intention de faire une série de 7 épisodes seulement, mais pour passer aux États-Unis, il fallait une série de plus de 20 épisodes, 26 épisodes, mais ils se sont arrêtés, voilà, ils se sont mis d'accord pour faire 17 épisodes. Alors, le co-auteur, créateur de cette série, qui est George Markstein, qui est un ancien agent secret et écrivain, en fait, on le voit dès le début, et c'est lui, le bureaucrate chauve, qui est dans le bureau. Voilà, à qui numéro 6 remet la démission. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, j'ai mis de côté.
Alors moi, je vous ai fait une analyse à ma façon. Alors, oui, il y a aussi une polémique sur l'ordre des épisodes. Mais oui, et parce qu'il y en a 17, et c'est vrai que certains ne se suivent pas vraiment. Oui, ça ressemble à plein de choses, quoi. Il y a plein de récits comme ça. Alors, oui, voilà. Il y a un débat pour savoir si l'arrêt de la série fut le résultat d'un accord mutuel entre les parties ou si la série s'est tout simplement arrêtée. Ou alors, mais McGowan a déclaré que l'essence de la série se trouvait dans les épisodes suivants. 7 épisodes. L'arrivée, le carillon de Big Ben, Liberté pour tous, Danse de mort, Échec et mat, Il était une fois, le dénouement. Voilà. Pour lui, c'est tout ça la série. Et il avait l'intention de ne faire qu'une série de 7 épisodes. Donc, je suppose que tout le reste a été rajouté pour en donner un peu plus, 10 épisodes supplémentaires. Voilà, voilà. Donc, sur cette page, il n'y a pas vraiment. Ah oui, il y a un truc qui est assez. Oui, erratum, récit et non récit. Ça va, c'est pas grave. Oui, il y a une censure française lors de sa première diffusion en 68. La violence de certaines séquences fut amputée par les censeurs de l'ORTF. Vous vous rendez compte? La violence du ballon blanc. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Ainsi, on ne voyait jamais l'écran comme jamais à l'écran comment le rôdeur étouffait ses victimes, car l'image était supprimée dans tous les épisodes. Dans The Crimes of Big Ben, la tentative de suicide de Nadia fut coupée, de même pour de nombreuses séquences de Free for All, où le numéro 6 se fait gifler par la petite servante, puis rouer de coups. Enfin, l'épisode The General fut traduit par le cerveau pour éviter toute confusion avec Charles de Gaulle, alors président de la République. On fit refaire la version française en remplaçant le général par le cerveau dans tous les dialogues. Donc, cette précaution sera levée quelques années plus tard après la mort de Gaulle. C'est fou, hein? Ils prennent plus de gants maintenant. Ah, avec certaines choses, oui, mais aujourd'hui, on voit des têtes qui sautent, des cerveaux qui éclatent, des scènes bizarroïdes, pornographiques. C'est fou, hein? Et pourtant, c'est pas si loin que ça.
Voilà, alors oui, les 39 ans parce que c'est le rapport, on dit que le Dajjal apparaîtra, l'Antéchrist apparaîtra quand il aura 40 ans. Et le personnage a été emprisonné à 39 ans. Il y est resté quand même quelque temps, parce que dans un épisode, je ne sais plus lequel, il est parti depuis un bon bout de temps. Et on ne sait pas combien de temps il reste dans le village. Et il apparaîtra aux yeux du monde, parce que son monde existe aujourd'hui, mais aux yeux du monde, il apparaîtra à 40 ans, quand il aura 40 ans. C'est pour ça que beaucoup disent que, enfin beaucoup, certains parlent de Macron comme étant un petit avatar, vu qu'il a 39 ans et qu'il aura 40 ans à la fin de l'année, de l'Antéchrist. Il se dit lui-même un peu messie, hein. J'invente rien, il y a des interviews de lui, hein. Il se dit un peu christique. Ouais, 40 ans dans le désert. C'est le Vénus. Non, il se dit Jupiter, hein. Donc voilà. Alors moi, je pense pas. Alors s'il y a des gens qui ont envie d'en parler un peu de la série Le Prisonnier, un petit peu, ok, je mets ça, je leur donne le lien, mais en privé. S'ils ont des choses à rajouter, parce que moi, là, j'ai dit, je n'ai pas tout dit, tout ce que j'avais, parce que bon, il y a plein de trucs sur lesquels je suis passée. Mais si vous avez envie. Oui, c'est une planète à lui tout seul. Ouais, le président Jupiter, t'as pas. Il y a plein qu'on appelle ça, de titres, il était titré de magazines et de journaux, qui l'ont appelé comme ça. Le président jupitérien. En fait, il est plus rien que Jupiter. Ouais, exact. Un faux dieu à lui tout seul. Ouais. Alaykoum salam, dit Saïdina la casse. Et merci à toi d'être passé. Et merci d'être passé, parce que bon, je fais ça sur la deuxième chaîne. Je couperai à la fin, parce que bon. Parce que ma première chaîne, elle a été arrêtée comme ça. Tout ça parce que j'ai montré un petit morceau du prisonnier. Et là, ils ont failli m'arrêter mon truc. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Le pire, c'est que bon, je ne fais rien de spécial, c'est que du streaming. Normalement, on a le droit de faire un peu de streaming. Eh bien non. Pourtant, je regarde plein de trucs en streaming. Non, mais dans le live. Ce live risque d'être arrêté si vous continuez à montrer. Oh là là, j'ai dû tout fermer. Mais si on a le droit de regarder en streaming, oui. Il y a plein de liens.
Parce que c'est du live, je pense. C'est du live et on n'a pas le droit de... Oui, il y a des droits d'auteur, je sais. Mais je pensais que c'était bon, c'est juste un petit morceau que je montre, hein, c'est tout. Hein. On n'a pas le droit de regarder des trucs en streaming. Moi, je regarde plein de trucs en streaming. Je vais sur des sites, je regarde que ça. Il y a même des sites mais qui sont destinés qu'à ça. Il n'y a que ça. Tous les derniers trucs sont dedans. Que ce soit des films, des séries, du jour au lendemain, t'as tout. Et de la bonne qualité, hein. Bien sûr, t'as pas, tout est en VO, hein. Mais bon. Non, moi j'ai pas d'avertissement de mail, hein, j'ai rien. Mais c'est juste dans le live. Il dit attention, vous êtes en train. Bon. La première chaîne, comme ça, j'arrive plus à faire de live, c'est chiant, donc j'ai dû créer ça et comme si j'avais énormément d'abonnés. Déjà, j'avais pas beaucoup d'abonnés, alors là, c'est pire. Mais bon, c'est pas grave. Donc en ce moment, je fais pas beaucoup de live, mais comme j'avais l'intention. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un message dans le live. Lego? Des Lego? Le gal, le goût, les gars, Lego. C'est pas grave. Pas de ce genre de langage chez moi. Vous pouvez vous exprimer comme vous voulez sur d'autres lives, mais chez moi, pas ce genre de langage. Oui, je sais que tu veux pas au Lego, au légal. Oui, légal, Lego. Ouais, je sais que c'est illégal le streaming, mais bon, ouais, regardez dans certains sites, je sais que c'est illégal, mais je m'en fous. Moi, je vais juste sur le site et je regarde et je télécharge pas, rien. Donc, bon, j'en ai rien à faire. Hein. On peut trouver plein de films de cinéma qui sont sortis récemment, et certains, mais encore heureux, hein, parce que vu le niveau cinématographique d'aujourd'hui, oh non, c'est bon. Moi, j'ai fini d'aller au cinéma. Si, tu as utilisé un terme pas terrible. Chez moi, ça passe pas, hein, ces termes-là. Je les ai entendus ailleurs et je veux pas de ces termes-là. Non. Je veux pas de vulgarité, je veux pas... voilà. Moi, je préfère qu'on s'exprime correctement. Non, non, non. Télécharger, c'est pour encombrer mon ordinateur, non. Je préfère regarder, je vais pas les regarder. Donc, je vais pas les garder comme ça dans mon ordi et prendre beaucoup de place. Non, ça sert à rien. Je regarde une fois, je peux les regarder deux fois. De toute façon, ils sont toujours rechargés et téléchargés s'ils sautent. Donc, ce sont des sites qui sont vraiment très, très bien tenus. Hein. Toujours mis à jour, toujours bien tenus. C'est vraiment impeccable hein, parce que c'est du boulot. Hein. C'est beaucoup de boulot hein, de tenir. En ce moment, je suis en train d'apprendre à comment créer un site. C'est du travail, hein. C'est dur. Hein.
Même quand tu prépares un truc comme ça, comme les prisonniers, c'est du boulot. Hein. Purée. Et donc là, en plus, là, c'est juste pour, je sais pas, je fais quoi, 1 heure, même pas. Alors, imagine tout un exposé. Non, non, c'est énorme. Hein. C'est énorme, tout le site à tenir. Bien sûr, je pense qu'ils sont plusieurs, mais quand même. Oui, oui, c'est ça. Ah ouais, mais c'est long, il y a encore beaucoup, beaucoup à dire hein, sur le prisonnier. Mais bon, après, faut prendre les épisodes en détail, voir le décor, les costumes, la symbolique à l'intérieur, et même les différents messages. On peut certainement le lire différemment, hein, le prisonnier. C'est pas juste bon, un agent secret qui est emprisonné et qui à la fin réussit à s'échapper. Il y a différents niveaux de lecture. Bon, eh bien, si personne ne veut prendre la parole, c'est pas grave, hein. On fera ça une autre fois. Moi, je commence déjà à fatiguer. La journée a été longue. En plus, je me suis fait mal au dos, donc bien fait pour moi. Et merci d'être passé. Et puis à la prochaine, s'il y a un autre petit exposé ou un autre live dessus, quand il y aura les personnes disponibles pour le faire et elles auront peut-être d'autres choses à rajouter et ça sera plus enrichissant. Voilà, voilà. Bon, ben, je vous remercie d'être passé, Captain Pitmou, l'entrée petit lion. Pourquoi tu t'appelles l'entrée petit lion, hein? L'entrée petit lion. Et Captain Pitmou. Pourquoi tu t'appelles Captain Pitmou? Il y a qui d'autre? Non, il y a vous deux. Il y avait Elinor et qui est partie. Et puis un cinglé qui était venu faire le malin. Ah, petit lion, tout court. Pourquoi l'entrée? Ah, d'accord, faudrait que j'aille sur ta chaîne, ok. Alors, c'est des chaînes. Ah, l'entrisme. Ah, d'accord. Ah oui, tu désires garder l'anonymat. Mais nous aussi, nous sommes anonymes. Enfin, moi, je suis anonyme. D'accord. Et Captain Pitmo, pourquoi tu t'appelles Captain Pitmo? C'est quoi? C'est un dessin animé? Ou c'est un jeu vidéo? Parce que ça a l'air d'un jeu vidéo. Ah, tu veux pas dire. C'est pas grave. Bon, bah, merci d'être passé.
Pourquoi tu t'appelles l'entrée? Oh, ok, tu t'appelles, tu me l'as déjà dit. Pourquoi je répète ça? Je suis fatiguée, je commence à fatiguer. Oui, elle est nouvelle ta chaîne? J'ai pas regardé. Attends, merde. J'ai juste regardé. Non, mais il n'y a rien, on peut pas. Ah, c'est assez récent. Ok, d'accord. Bon, eh bien, merci d'être passé. À ceux qui sont passés, ceux qui se sont montrés, ceux qui ne se sont pas montrés. D'ailleurs, vous n'étiez pas très nombreux, mais tant mieux. Bon, déjà, il n'y a pas non plus beaucoup d'abonnés. Eh bien, passez une bonne nuit. Oh, bah, si, tu peux faire du contenu, tu peux faire des vidéos. Oui. Après, tu fais ou tu fais pas. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, passez une bonne nuit et peut-être à bientôt, Inch'Allah. Allez, ciao. Bonne nuit, les petits. Et que Dieu te garde aussi. Alors.